Quand Elon Musk veut aller sur Mars, il est resté dans l'ancien logiciel. Mais tous les autres humains, les terrestres, comprennent bien que d'aller sur Mars, c'est un suicide, parce que c'est une planète morte. Les 10 derniers milliers d'années ont été construits sur le mythe que quand on augmente les performances, on va mieux. Et ça marchait jusque-là parce que y avait des ressources abondantes. Chez les êtres vivants, la plupart des écosystèmes sont dans des environnements variables, instables, en pénurie chronique de ressources. Et donc dans ce monde-là, il faut être robuste. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Dès que je vois un indicateur de performance, maintenant, c'est l'alerte. C'est tout de suite, je me dis, qu'est-ce que je fragilise? Pour 2025, on va voir les ultra-performants tomber. Quand on arrive à ce niveau de délire-là, de centralisation, c'est extrêmement fragile. C'est le champ du signe. C'est la fin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Amand sur le podcast Circular Métabolisme. Olivier Amand est biologiste à l'École normale supérieure de Lyon et l'auteur de L'antidote au culte de la performance et la troisième voie du vivant. Dans cet échange, il nous explique que notre système économique repose sur un mythe, celui de la stabilité. Notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de la certitude. Que toute recherche de performance est également source de fragilité. Dès qu'on optimise quelque chose, on fragilise. Ça, c'est une loi systémique, ça dépend pas du système. De comment on peut s'inspirer des 7 principes de la nature et de sa robustesse. Lenteur, inefficacité, hétérogénéité, incohérence, incertitude, redondance et inachèvement. Et comment mettre en place la robustesse dans nos territoires. L'agroécologie, le tout réparable, les conventions citoyennes, l'habitat participatif, les sciences citoyennes, la recherche participative, c'est toujours très territorial. Dans nos vies toujours plus frénétiques, la robustesse pourrait-elle être une nouvelle source de joie libératrice? C'est ce que nous allons voir dans cet entretien. Bon épisode et abonnez-vous. Bonjour Olivier. Bonjour. Je te propose qu'on commence un tout petit peu face à ces multiples crises, de nous expliquer quand on utilise le mot polycrise, on veut dire quoi ou on entend quoi? Oui, ça c'est le mot du Forum économique mondial, ils l'ont mis vraiment en avant. En fait, c'est une approche très systémique. C'est pour dire que quand il y a une crise quelque part, c'est pas souvent, il y a plusieurs crises en parallèle qui se parlent. La crise climatique va impacter la crise énergétique qui impacte la crise climatique, mais ça impacte aussi la crise écologique, la crise sociale, tout se parle. Et donc la polycrise, c'est en fait un moment d'emballement. L'effet domino, on pourrait appeler ça comme ça. Et donc en fait, on est en plein dedans. Si je le dis rapidement. Mais... Et en quoi c'est différent d'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans? Pourquoi la polycrise est-elle tellement différente que les crises isolées, individuelles Alors c'est ça qui est la grande nouveauté, c'est qu'il y a toujours eu des crises. C'est dans l'histoire de l'humanité, c'est pas la première fois qu'il y a des crises, et voire même des polycrises. Il y a eu des crises qui se sont parlées. La différence, c'est qu'aujourd'hui on est dans l'Anthropocène, cette fameuse ère géologique où la Terre est enfin ronde, comme disait Bruno Latour. Et donc en fait, il y a plus de marge de manœuvre. En fait, la crise touche tout le monde. On s'est synchronisé. L'exemple le plus manifeste de ça, c'est 2020. Tous les humains sont confinés. Ou à peu près tous les humains sont confinés. Tout le monde met des masques. C'est là qu'on voit qu'il n'y a plus de marge de manœuvre, il n'y a plus un endroit, des nouvelles frontières où on pourrait trouver d'autres ressources. Non, ça y est, là, on est tous synchronisés. En fait, c'est l'époque dans laquelle on est, c'est un paradoxe ultime, c'est la synchronie des crises et la diachronie des perceptions. C'est qu'en fait, les crises se passent toutes en même temps, elles se parlent il y a plus d'espace, voilà. Mais par contre, on les perçoit à différents degrés. Certains sont dans le déni, certains sont dans l'éco-anxiété. Donc là, par contre, c'est très divers. Mais la crise, elle est totale. Il y a un mot que j'aime beaucoup pour revenir au Covid de Barbara Stiegler et Richard Horton, rédacteur en chef du Lancet, c'est le mot syndémie. Parce qu'on a beaucoup parlé de pandémie de Covid, mais en fait c'est une syndémie, c'est le système qui lâche. C'est pas le virus du Covid, le SARS-CoV-2, c'est un virus très banal. Ce qui est pas banal, c'est le substrat, c'est les humains et le système qu'ils ont construit, qui est très fragile parce qu'en effet suroptimisé, comme tu l'as dit. Dans une autre discussion, celle avec Julien sur le podcast Sismique, tu avais parlé qu'on quitte le monde de la moyenne pour aller vers le monde des écarts-types. Ouais. Donc si on retourne sur les polycrises et on développe cette expression, ça veut dire quoi exactement? Alors c'est ça, en fait pour moi c'est ça l'essentiel, et en fait si on prend vraiment tous les rapports scientifiques sur ces sujets, écologiques, sociaux, géopolitiques, quand je dis que avant c'était le monde de la moyenne, il y avait des fluctuations, des petites fluctuations et de temps en temps des grandes crises. Le monde de l'écart-type, c'est quand ces fluctuations n'arrêtent pas d'augmenter, deviennent plus intenses, plus fréquentes. Et du coup ça devient de moins en moins prévisible. Et c'est ça l'écart-type finalement, ce que ça peut dire, c'est qu'en fait on va plus du tout se concentrer sur la tendance, on va se concentrer sur le bruit.
l'écart à la moyenne. C'est ça qui va nous occuper. C'est qu'en fait, si Valence en Espagne, par exemple, Valence en Espagne, du jour au lendemain, on peut avoir des montagnes de voitures dans les rues. Ça, c'est très difficile pour un humain de s'imaginer ça. Mais pareil, à Valence en Espagne, très difficile d'imaginer 400 litres d'eau par mètre carré en quelques heures. En fait, c'est même pas que c'est imprévisible, c'est impensable. Le monde de l'écart type, c'est ça. C'est qu'en fait, ça va tellement fluctuer qu'on ne peut pas l'imaginer, le prévoir. C'est ce que je dis souvent aussi, c'est notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. Et donc, c'est ce monde-là. Voilà, le monde de la polycrie, c'est surtout un monde très variable et imprévisible. Il y a cette notion d'objets supraliminaires, je pense, c'est ces objets qu'on ne peut pas comprendre, qui nous dépassent complètement. Et est-ce que du coup cet écart type va devenir la moyenne? Enfin, oui. Oui, on peut le voir comme ça. Alors, ce serait une autre moyenne. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Mais est-ce que la moyenne, au fait, c'est juste repoussé, ou est-ce que vraiment on rentre dans un monde complètement différent? Oui, pour moi, c'est un monde différent. C'est-à-dire, en fait, la moyenne, en gros, si on dit la température va être 2 degrés plus élevée, on pourrait dire que la moyenne de la température a augmenté. Mais c'est pas ça le sujet. Qu'il fasse 15 degrés ou 17 degrés, c'est pas ça le sujet. Ce qui va vraiment changer, c'est que les pluies seront plus violentes, que les sécheresses seront plus violentes, qu'il y en aura dans des endroits où on n'a jamais vu. Il y aura aussi des grandes gelées précoces, tardives. Voilà. C'est ça. Et donc, en fait, c'est plutôt la marge autour de la moyenne qui va augmenter. Et donc, c'est l'écart type. Tu as parlé du Covid comme étant un exemple au fait qu'on rentre dans une pandémie d'un système plutôt qu'autre chose. Est-ce que tu peux parler de certains, on en parlait également en off, de certains événements qui paraissent tellement débiles, ou en tout cas qu'on se dit comment ça se fait qu'un système mondial est paralysé avec ces 2-3 petits éléments? Ah oui, non, là c'est un festival, hein. C'est pour ça que c'est quand même. Bon alors, CrowdStrike cet été, en juillet, une entreprise de cybersécurité, qui fait une erreur de mise à jour et tous les systèmes Windows sont à plat. C'est même pas Windows, hein, c'est même pas Microsoft qui est tombé en panne. Non, c'est juste un petit grain de sable et ça fait sauter tous les systèmes. Comment on a pu penser, enfin surtout quand on fait de la cybersécurité, d'oublier qu'un monopole c'est fragile. Enfin, c'est quand même complètement fou. Mais il y en a plein d'autres. Hein. L'exemple que je prends souvent, c'est le canal de Suez. Un gros bateau qui passe dans le canal, une bourrasque de vent. Le bateau se met en travers et ça y est, c'est bloqué pendant des jours. Et il y a des entreprises qui pendant des mois ne vont pas s'en remettre. Enfin, c'est complètement dingue d'avoir imaginé des systèmes aussi optimisés dans le sens vraiment où on a tout mis on s'est canalisé. On a tout mis nos œufs dans le même panier, quoi, hein, pour le dire aussi simplement que ça. Et il y en a tous les jours des exemples comme ça. Dernièrement, Carlos Tavares, un bel exemple qui lui a mis vraiment l'accent que sur la performance à 2 chiffres. Et donc psychopathe de la performance, hein, je cite, hein, taliban de la marge. Donc là, la marge financière, hein, là pour le coup c'est pas les marges de manœuvre, hein, c'est la marge financière. Quand on est comme ça veut dire qu'on canalise complètement son entreprise, et donc c'est une entreprise. Enfin moi je me fais beaucoup de soucis pour Stellantis. Hein, à mon avis leur seule voie de sortie là, c'est de se fragmenter et de refaire des petites entreprises. Sinon, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Là, ils ont brûlé toute leur innovation, ils ont perdu la culture des réunions, apparemment, il y a aussi des articles qui parlent de ça, que c'était tout en visioconférence par souci d'augmentation de performance. Donc ils ont perdu une culture, ça va être très compliqué pour remonter la pente. Ça, c'est typiquement de l'optimisation aveugle, qui n'a plus aucun sens. Mais surtout aujourd'hui, c'est que dans un monde stable, hein, ce qui serait d'ailleurs virtuel, hein, mais dans un monde stable, à la limite, pourquoi pas abondant en ressources, ça pourrait se défendre. Et donc ça serait le monde de l'abondance du pétrole, hein, les années 60, un truc un peu mythique comme ça. Sauf que c'est plus le cas maintenant. on est plus du tout là-dedans. Donc c'est hallucinant que encore, alors en 2025, qu'il y ait encore ce projet-là sur la table. Du coup, tu penses que c'est un héritage de modèles de pensée et de faire de cette période d'abondance, de cette période d'exploitation, de nouvelles frontières qu'on a héritées, et que du coup c'est vraiment ça qui... Alors je pense que c'est à la fois une histoire récente et une histoire ancienne. L'histoire ancienne, moi je remonterais jusqu'à la découverte ou l'invention de l'agriculture, donc il y a 10 000 ans, hein. Voilà, ça remonte assez loin, mais en fait quand on a inventé l'agriculture, on a sécurisé la prise alimentaire locale, et donc on s'est mis dans des conditions d'abondance locale. Et donc une forme de stabilité. On a créé une forme de sécurité alimentaire, si on peut le dire comme ça. Ça a tendance à stimuler la compétition et la performance, en fait. Hein. Ça c'est très bien montré en biologie, et c'est même une propriété systémique. Et ensuite, on n'a fait que continuer. Comme ça, la Renaissance,
les plantations, les colonisations, la mécanisation au XIXe siècle. Mais la nouveauté, c'est vrai qu'au XXe siècle, hein, c'est là qu'on tape dans le charbon comme jamais, dans le pétrole et aujourd'hui dans les métaux. Et donc on a en fait tapé dans toutes les ressources disponibles le stock. On a déstocké au XXe siècle. Et donc quand on déstocke aussi rapidement, on a cette abondance de ressources. Et donc là, ça a été un catalyseur, enfin c'est une lecture, hein, c'est un catalyseur de performance. Sauf qu'aujourd'hui, ça y est là, on arrive au bout de ça. Pas parce qu'il y a plus de ressources, hein, il reste encore plein de pétrole, plein de métaux, etc. C'est juste que c'est l'effet boomerang. C'est n'est plus viable. On est en train de détruire notre habitat. Donc voilà, à moins d'être suicidaire, on ne pourra pas continuer comme ça. On va en parler plus tard. Tu es un peu contre ce type d'expression que je vais utiliser. Donc on doit changer de logiciel, entre guillemets. On doit changer notre manière de faire vu que c'est plus abondant et c'est plus stable. Ou en tout cas, la stabilité n'a jamais existé. C'était peut-être, on a cru que ça a été stable et que malheureusement maintenant on paye les pots cassés d'avoir misé. En tout cas, on faisait que des paris, que ce soit sur l'abondance, la stabilité, tous ces adjectifs-ci. Et maintenant on paye les pots cassés, quoi, c'est ça? Exactement. En fait, c'est un mythe. Les 10 derniers milliers d'années ont été construits sur le mythe que quand on augmente les performances, on va mieux. Et ça marchait jusque-là parce que il y avait des ressources abondantes, sans trop d'externalités négatives. Alors, écologiques, hein, parce que les externalités négatives sociales, elles étaient là, hein, quand même, et géopolitiques aussi. Hein. Mais au niveau écologique, il y avait toujours une forêt à déforester, en plus. Bon, finalement, ça se voyait pas trop. Bon, sauf qu'une fois qu'on a à peu près tout déforesté, qu'on a à peu près tout occupé, qu'on a à peu près tout pollué, aujourd'hui, il y a plus d'eau sans plastique sur Terre, par exemple. Bah, voilà, les animaux qu'on ne connaît pas ont des nanoplastiques dans le sang. Enfin, c'est ça qu'il faut. Donc, on a vraiment occupé toute la. Et donc là, en effet, c'est un effet boomerang. En fait, on peut le dire comme ça. On est rentré dans l'ère des rétroactions. Et donc et ça c'est très nouveau parce que en fait jusqu'au XXe siècle on était dans l'ère des nouvelles frontières. Quand Elon Musk veut aller sur Mars, il est resté dans l'ancien logiciel. Et là pour le coup je veux bien utiliser le mot logiciel pour Elon Musk parce qu'il a un logiciel. Mais tous les autres humains, les terrestres, comprennent bien que d'aller sur Mars c'est un suicide parce que c'est une planète morte. Et donc c'est ça la rétroaction. C'est qu'il y a un moment on se dit oui, en fait ça n'a aucun sens ce projet. On a beaucoup utilisé les termes, que ça soit optimisation, performance. Peut-être que le moment est venu. En effet. Ouais. Petite pause avant la prochaine partie. Ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements, le matériel, les charges, le montage, chaque épisode nous coûte pas loin de 900 €. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager ou même, si vous avez les moyens, nous faire un don sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. Un grand merci. Et place à la suite. Alors oui, défini. Donc la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc là, je prends la définition du contrôleur de gestion. Elle est pratique, hein. Il y a plein de définitions de la performance. Mais celle-là, elle est très pratique parce que c'est la plus commune. Et c'est celle qui est employée pour les KPI, pour la performance de la recherche, vraiment pour plein de domaines. Et donc l'optimisation, dans ce cadre-là, c'est l'augmentation des performances. Ça veut juste dire on atteint son objectif encore plus vite avec encore moins de moyens. Et donc évidemment que c'est ça qui, pour moi, c'est le cœur du problème. Hein. C'est en fait si on affronte la polycrise sans se questionner sur la performance, ça ne sert à rien. C'est la première chose à faire. Il faut questionner la performance et l'optimisation qui va avec. Donc selon toi, au fait, tout le reste c'est des symptômes de la performance, c'est ça ? Est-ce que tu peux donner quelques exemples d'une performance, je sais pas, on est dans une université, dans l'université, dans les transports, enfin dans la vie réelle. Ouais, bien sûr, oui, des exemples concrets. Alors, l'université, un exemple bien pratique, c'est tous les indicateurs de performance qu'on a, nous les chercheurs. Hein. Donc, moi, j'ai un facteur H qui mesure ma performance. Je publie dans des journaux qui ont des facteurs d'impact. Mon université est un classement de Shanghai. Donc, tout ça, c'est des classements. Qu'est-ce que ça pousse, ça ? Ça pousse à publier plus vite. Et donc la science, elle est de plus en plus savonnée, de plus en plus incrémentale, donc de moins en moins disruptive, on pourrait le dire comme ça. Et en plus, alors, le classement de Shanghai, il y a un exemple en France qui est presque trop beau pour être vrai, hein, c'est l'université de Saclay, où on a tout rassemblé sur un territoire pour enfin que la France soit dans les top 20, voilà, dans les 15e maintenant. Et donc bravo, hein, mais c'est un effet de masse. Hein, on rassemble suffisamment d'universités, on pourrait même être premier, hein, on pourrait mettre Université France, et là on serait premier, quoi. Donc en fait, c'est assez dingue, hein, mais sauf que là, on voit très bien l'effet négatif de cette performance. On a construit des bâtiments sur les meilleures terres arables de France. Le plateau de Saclay, c'est les meilleures terres. Et ce qui est dingue, c'est qu'on va former l'élite de la nation sur un territoire perdu.
Tout ça pour augmenter un indice abstrait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Goodhart, qui est très pratique. Hein. La loi de Goodhart, elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Ben, c'est exactement ça. On s'est tellement focalisé sur cet indice, ce classement de Shanghai, mais il y en a plein d'autres, hein, que ça devient contre-productif. On sait même plus pourquoi, très bien, on fait ça. Répétons un peu cette loi de Goodhart, parce que je pense que c'est vraiment ce qu'on ne se rend pas compte. Ça veut dire que dès qu'on se dit ça c'est mon résultat et que je mets ça comme cible, bah au fait on est biaisé. De toute façon, on va avoir que ça dans le viseur. C'est Exactement. Ça. Il y a un adage zen que j'aime bien citer aussi. Celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. C'est la même chose. Hein. Ouais. Ok, donc ça c'est pour l'université. Oui. Alors il y a plein d'autres exemples ailleurs. Hein. Alors la loi de Goodhart, donc elle s'applique au sport de compétition. Hein. Si un sportif qui veut vraiment être sur le podium, il va détruire son corps. Soit en travaillant trop, soit en épuisant, soit en se blessant, soit en faisant du dopage, soit en faisant des paris financiers. Enfin, il y a vraiment plein de façons de le faire. Hein. Et donc là, c'est plus du tout du sport. Hein. Ce n'est que de la compétition et que de la performance. Les KPI dans l'industrie, si on ne met que le KPI financier, bah voilà, Carlos Tavares, on va planter sa boîte. En fait, il y en a vraiment partout. Hein. Et c'est, en fait, dès que je vois un indicateur de performance, maintenant, c'est l'alerte. Hein. C'est tout de suite, je me dis, qu'est-ce que je fragilise ? C'est les deux mots. Hein. Optimiser, fragilise. Dès qu'on optimise quelque chose, on fragilise. Toujours, hein. C'est une loi systémique, ça dépend pas du système. Hein. C'est vrai pour une étoile, c'est vrai pour une fourmilière, et donc c'est vrai pour les sociétés humaines. Au fait, ce qu'on oublie à chaque fois, que ça soit dans ces 10-12 000 années, c'est soit être aveugle, soit être conscient des compromis et des arbitrages. C'est ça ? C'est ça, et c'est vraiment culturel. C'est qu'en fait, si on reste convaincu que la performance, c'est génial, les arbitrages, on va les faire avec cette couleur, hein, de dire que de toute façon, là, c'est performant, donc je vais diversifier ma performance. Performance sociale, performance écologique, donc c'est là, on parle de performance globale, par exemple. Bah, si on reste là-dessus, alors c'est déjà un progrès, hein, ça veut dire qu'on a diversifié, donc on va bien voir qu'il y a des choses qui se contredisent, et donc on va certainement aller un peu plus loin que juste la performance financière, mais ça reste problématique. Parce qu'en fait, on ne voit que le monde comme si le monde devait être optimisé. Qui a décidé que le monde devait être optimisé ? Ça, c'est un truc, faut se poser la question, quand même. Pourquoi il faudrait tout optimiser tout le temps ? Sachant en plus, alors si là ça devient plus philosophique, mais pourquoi on veut être plus performant et optimisé tout le temps ? En fait, c'est qu'on veut arriver à destination plus rapidement. Alors, la destination, on la connaît tous, hein, comme disait Desproges et avant lui Alphonse Allais, il n'y aura pas de survivants. Donc, la destination, on la connaît. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est le chemin. Donc, si on veut optimiser et faire de la performance, ça veut dire qu'on veut mourir plus vite. Donc, vraiment, pourquoi ne pas se poser cette question ? Je dis pas qu'il faut annuler la performance, hein, elle est utile, hein, un médecin, un pompier, oui, il y a des moments de performance. Mais ils sont pas performants tout le temps. Sinon, ils seraient en burn-out. Hein. Et donc, ils seraient inutiles pour la société. Mais du coup, est-ce que tu as une réponse à qui a choisi de pourquoi on doit tout rendre performant ? Oui. J'ai pas vraiment une réponse, mais j'ai une réponse de biologiste, on va dire, qui dit qu'en fait, quand on met des êtres vivants, alors c'est pour ça, c'est dangereux parce que là, je biologise beaucoup la société, hein, donc faut faire attention, mais il y a quand même, on est quand même des êtres biologiques, il y a une partie de ça qui doit quand même être vraie quelque part. Quand on met des êtres vivants dans des environnements riches et stables, ils font de la performance et de l'optimisation. Parce qu'en fait, il y a un énorme stock de ressources, et ben, on va y aller, quoi. Parce qu'en fait, là, on peut y aller, et ça va être très violent. Hein. Bah, c'est très simple, hein, aller dans un parc et jeter de la mie de pain, et vous verrez les oiseaux se battre pour l'abondance de mie de pain qui vient soudainement d'arriver. Bah, ça c'est le monde de l'abondance qui crée cette compétition et cette performance. Et donc, nous, en fait, on sait, voilà, avec l'agriculture, avec ce chemin, et le tout pétrole, etc., nous a plutôt mis dans cette voie-là. Alors, c'est certainement pas la seule chose, hein. Les jeux de pouvoir, le fait que les humains peuvent se projeter dans le temps long, grâce à l'écriture, hein, qui est un peu leur super pouvoir par rapport aux autres non-humains. Ça a certainement permis, alors ça a permis des tas de choses, mais ça a aussi peut-être aggravé le problème, parce que maintenant on peut spéculer sur la performance. Les modèles économiques néolibéraux, c'est l'exemple typique du modèle totalement extraterrestre, hein, qui n'a aucun sens. Enfin, faut le dire quand même. Hein, c'est depuis les années 80, même 70, hein, Hayek, Friedman, tout ça, Nordhaus, hein, qui disait que la température optimale sur Terre, hein, c'est plus 3,5 degrés. Hein. Faut quand même s'en rendre compte. Et il a eu le prix Nobel quand même. Il a eu le prix Nobel pour ça. C'est complètement dingue. Donc ça veut dire à quel point les économistes, pas tous, hein, mais ces économistes dominants, ce qui est enseigné dans toutes les écoles de commerce, maintenant c'est quasiment la seule économie qu'on enseigne, est délirante.
mais au sens pathologique du terme. C'est totalement délirant. Et ben ça, c'est une économie qui a complètement intégré le mythe de la performance et qui en a fait une science. C'est assez fort de pouvoir de rendre scientifique quelque chose qui est une croyance ou en tout cas qui est quelque chose non vu autre part, quoi. Enfin, c'est rendre une théorie un exceptionnel, quoi, ou un. C'est la force de la règle de 3. Hein. On fait 3 règles de 3 et on a l'impression que c'est incroyable, on retombe sur ses pieds. Hein. Alors que c'est des maths de base, hein. C'est niveau école primaire. Et ben ça tout de suite ça assoit les choses, quoi. Enfin, c'est ma lecture, hein. Peut-être qu'il faudrait nuancer, mais certainement. Et cette question tu as parlé d'un écosystème ou d'une espèce qui se retrouve dans un milieu riche ou abondant et qu'il va y avoir de la compétition par après. Bon, évidemment, nous, on a notre propre exemple en tant qu'humain, agriculture, etc., etc. D'autres exemples dans le vivant où on voit ça ? Alors, les exemples pratiques, c'est les parasites. Il y a Darwin qui a identifié des tas de choses, mais il s'est intéressé aux cirripèdes. Il a fait toute une monographie sur les cirripèdes. Donc c'est des barnacles, hein. Donc c'est des arthropodes, mais qui ressemblent un peu parfois à des coquillages qu'on voit sur les cailloux là, en chapeau chinois là, ces choses-là. Donc dans toute la variété d'espèces de barnacles, il y en a certaines qui sont parasites. Et il y en a une qui est parasite de la peau de requin. Donc c'est un parasite, c'est-à-dire qui se nourrit sur un autre. Voilà, exactement. Donc c'est pas du tout mutuellement bénéfique, hein. C'est vraiment c'est un parasite qui vraiment pompe le sang et les fluides du requin en l'occurrence. Donc il est sous la peau. Alors c'est un arthropode, hein. Donc c'est un arthropode, ça a des pattes, enfin c'est une écrevisse, hein, grosso modo, un arthropode. Donc c'est de la même famille, hein. Et ben ce parasite, hein, il est connecté en permanence sur le sang, les fluides du requin. Donc il a perdu ses pattes, c'est juste un blob, quoi. C'est vraiment un bloc comme ça, une masse, voilà, mais qui est dans l'abondance et qui est hyper performant, dans le sens où là, c'est optimisé à fond, hein, c'est qu'il a dégagé tout ce qui était inutile, sauf que quand le requin meurt, il meurt avec. Évidemment, ça c'est le destin des parasites, c'est qu'ils meurent avec leur hôte, hein. Évidemment, il y a un coût. Mais ça, c'est l'exemple typique où on fait beaucoup de performance, de l'optimisation, vraiment au sens littéral du terme, on dégage tout ce qui est inutile, pour être optimal avec la ressource. Donc ça, c'est les parasites. Un autre exemple, c'est les blue malgaires. Alors c'est une autre forme de parasite, si on peut dire, mais c'est là à l'échelle plus large. C'est des cyanobactéries ou des algues qui sont dans l'océan ou dans des lacs. Et quand l'eau devient plus chaude, quand il y a plus de nitrates, plus de phosphate, plus de fer, donc c'est plus riche en ressources, d'un seul coup, elles pullulent, elles prolifèrent et elles prennent toute la place. Et elles vont même émettre des toxines pour tuer tout le reste. Donc il y aura plus qu'une seule espèce, plus qu'une seule variété, voire même plus qu'un clone. Voilà, enfin, c'est le même individu qui pullule partout. Sauf que, alors c'est pareil, le destin c'est le même, hein, c'est qu'en fait ça va être très performant, très optimisé. Il y a plus de diversité, hein, c'est vraiment un monobloc. Mais quand toute cette population d'algues a épuisé tous les nitrates, tous les phosphates, il n'y a plus rien. Et du coup, il n'y a pas de plan B. Et donc tout ça collapse très rapidement. Donc ça, c'est des exemples, voilà, où là vraiment, c'est abondance stimule la performance. Et par exemple, si on prend le lierre sur un arbre. Alors c'est un peu différent parce que le lierre, il fait un peu de photosynthèse, donc c'est pas un parasite total, hein. En fait, il est juste, il se sert surtout de l'arbre comme d'un support. Il peut l'étouffer, hein. Le gui serait un plus proche d'un vrai parasite qui vraiment lui pompe vraiment dans la sève du chêne, par exemple. Et d'ailleurs, il est plus jaunâtre, hein. Le gui fait pas beaucoup de photosynthèse, hein, donc il est quand même vraiment très dépendant de son hôte. Mais du coup, dans le cas du lierre, c'est déjà une relation symbiotique ou qu'est-ce qui se passe? Alors c'est un peu, ouais, c'est entre les deux. En fait, l'arbre gagne pas grand chose, hein, avec du lierre. Il y a quand même, enfin, il peut gagner des choses. Il y a toujours des, mais c'est minimal, quoi. Une symbiose plus forte, ça serait les champignons avec les arbres. Là, pour le coup, là, c'est une vraie symbiose où c'est équitable. C'est que les champignons vont fournir des vitamines, des nutriments. Ils vont augmenter les capacités d'absorption de l'eau de l'arbre, de ses racines, et l'arbre en retour va envoyer des sucres aux champignons. Donc là, c'est vraiment mutuellement bénéfique. Donc là, c'est une vraie symbiose, mais le parasite, là, il y a pas de bénéfice. Alors après, c'est symbiose au sens français, hein, parce que c'est la petite subtilité, mais symbiosis en anglais, ça mélange les deux en fait. Donc c'est aussi intéressant de voir. Ça mélange quoi, pardon? Ça mélange parasitisme et symbiose en français. D'accord. Donc en fait, c'est juste une petite note, mais ça veut dire qu'en effet, il y a un continuum entre symbiose et parasitisme. Voilà. Ok, mais il reste quand même dans la nature une espèce de spectre symbiotique bien sûr. Ah oui, vers parasitaire, quoi. Voilà. En fait, nous ne sommes pas des exceptions. Nous, les sociétés humaines modernes, performantes. Il y a des autres êtres vivants sur Terre actuellement qui sont aussi coincés dans ce dogme-là, si on peut dire.
Mais c'est juste que chez ces autres êtres vivants, il y a d'autres raisons. C'est-à-dire que l'abondance c'est pas leur fait. Elles n'ont pas trouvé le pétrole, quoi. Elles se sont trouvées par hasard dans une niche riche en ressources. Et aussi, souvent, ces espèces-là sont capables de vivre sous forme de spores dormantes. Donc ça veut dire qu'elles peuvent épuiser les ressources, mais c'est pas très grave, parce qu'elles vont avoir un moment de vie ralenti qui peut durer longtemps, jusqu'à ce qu'elles tombent dans un autre endroit où il y a plein de ressources. Nous, on n'est pas des spores. Hein. C'est que si on a épuisé toutes les ressources, on va pas se mettre en vie ralentie pendant 1000 ans avant que les ressources reviennent. Hein. C'est là la différence. Quoi. Oui, donc deux choses là-dedans. Premièrement, ça veut dire que la stratégie d'optimisation, c'est une stratégie parasitaire. Voilà, exactement, et naturelle. Et qui est même utile, hein. En fait, dans le sens, dans l'écosystème, enfin utile, je ne veux même pas dire utile, ça existe dans l'écosystème et ça a son rôle. Parfois, ça secoue les écosystèmes, ça induit des fluctuations, ça peut créer d'autres formes d'innovation, ça peut faire évoluer, voilà, dans d'autres directions, explorer d'autres territoires. Donc, le parasite est utile. Les virus, par exemple, ils brassent beaucoup nos gènes. Ça, c'est un formidable carburant pour l'évolution. Les virus, c'est pas juste quelque chose qui est ennuyeux, problématique, etc. Non, ça participe à l'évolution. Nous, on est à un conflit d'intérêts. C'est qu'on est des parasites et on se rend compte qu'on est des parasites et que c'est pas viable. Ça, c'est la nouveauté par rapport au non-humain. Et du coup, la deuxième conclusion, c'est que tous nos problèmes n'est qu'une question de temps. Si je comprends bien. Oui, alors ou de rapport au temps. De rapport au temps. Ouais. C'est qu'en fait quand on est dans la performance, on veut tout plus vite. Donc voilà, c'est le court-termisme. Alors d'ailleurs petite parenthèse, la réponse à ça dans la stratégie performante, dans l'idéologie performante, c'est le long-termisme californien. Hein. C'est tous les gens de la Silicon Valley qui veulent aller sur Mars et compagnie. Hein. La cryogénisation, des choses comme ça. Là. Donc on va d'un seul coup, on ouvre le temps long par du technosolutionnisme. Et donc c'est un échappatoire pour continuer le court-termisme. Et ça c'est vraiment c'est le plus cruel parce qu'on va embarquer des gens de bonne volonté en leur faisant croire qu'on fait du long terme, alors qu'en fait on accélère encore plus dans le court terme. Donc en effet c'est une question de temps, et donc du coup nous les humains là, si une fois qu'on a réalisé qu'on manquait de temps, et donc c'est vrai ça, hein, le court terme est là, mais si on veut construire du long terme, le paradoxe c'est que c'est pas le temps le meilleur matériau, c'est l'espace. Il faut se reconnecter à son espace. Quand on manque de temps, il nous reste les 3 dimensions de l'espace à creuser. Et donc c'est la reconnexion au territoire qui nous permet en fait d'ouvrir le temps. Mais c'est un peu paradoxal. On ne répond pas au manque de temps par du temps. Quand on manque de temps, il ne faut pas accélérer. Il faut se reconnecter à son espace. C'est autre chose. Et donc, si on essaye de penser à cette fameuse reconnexion avec l'espace, comment on habite, on cohabite, on coexiste dans un monde où rien n'est certain ? Voilà, c'est là où les vivants sont extraordinaires. C'est qu'en fait, la solution, on l'a sous les yeux. C'est ça qui est dingue. Les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc, ils savent comment faire. Enfin, ils savent. En fait, ça a été sélectionné au cours d'évolution, des tas de processus qui tous permettent de vivre dans ce monde fluctuant. Et donc, c'est là que le mot robustesse arrive, évidemment. En fait, les êtres vivants sont robustes. C'est ça qui est la leçon première de la biologie. Enfin, pour moi, s'il y a une seule chose à retenir de la biologie, ça serait ça, en premier. C'est que les êtres vivants sont sélectionnés pour être robustes, au premier ordre. C'est pas pour dire qu'encore une fois, c'est pas qu'il n'y a pas de performance chez les êtres vivants, mais c'est secondaire. Chez les êtres vivants, la plupart des écosystèmes sont dans des environnements variables, instables, en pénurie chronique de ressources. Et donc dans ce monde-là, il faut être robuste. Il n'y a pas le choix, parce que ça devient de plus en plus fluctuant. La robustesse, c'est la capacité d'un système à maintenir sa stabilité malgré les fluctuations. Donc maintenir sa stabilité malgré les fluctuations. Donc ça c'est à court terme, et puis à plus long terme, c'est maintenir sa viabilité malgré les fluctuations. Donc ça c'est ce qui est sélectionné pour l'évolution. Alors quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, j'ai rien dit en fait, parce que évidemment qu'il faut être robuste dans un monde fluctuant, c'est la définition de la robustesse. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment les êtres vivants le font. Et là c'est incroyable parce qu'en fait les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et donc je le dis très tranquillement, c'est qu'au premier ordre, ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est la robustesse, et ce qui est sélectionné, c'est le jeu dans les rouages. Hétérogénéité, lenteur, délai, aléatoire, incohérence, tout ça en fait, ça ajoute du jeu dans les rouages, ça offre des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, donc ça a un coût en performance, mais ça nourrit la robustesse. Ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est des couteaux suisses. Voilà. Mais un couteau suisse, c'est plus lourd qu'un couteau, parce qu'il y a plusieurs fonctions, quoi. Ça pose tellement de questions. Enfin, je dois avouer que donc on a cet axe
robustesse, performance, entre guillemets. On ne peut pas choisir les deux. C'est loin ou l'autre, ou en tout cas, on se trouve dans cet axe-là. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Exactement. Et quand tu dis le vivant, c'est ça qu'ils font. C'est pas qu'ils ont appris, hein. Ils le vivent. Ils le vivent, quoi. Le mot d'ordre était survivre. Et donc, dans la survie, c'est avoir toujours du jeu dans les rouages. Ça paraît assez contradictoire, quand même. Voilà, en fait, c'est même survivre. En fait, ça voudrait dire que, en fait, pour moi, c'est juste vivre. C'est qu'en fait, survivre, ça veut dire qu'en fait, enfin, j'utilise aussi ce mot-là, hein, c'est pas pour, mais survivre, ça voudrait dire qu'en fait, on prend en plus des marges pour vivre. Non, en fait, on vit comme ça. On prend beaucoup de marges. Quand je dis on, c'est les êtres vivants prennent énormément de marge de manœuvre pour vivre. Et donc, la survie, c'est le produit de ces marges de manœuvre. Mais les êtres vivants vivent comme ça, et c'est ces marges qui leur permettent de survivre. Mais c'est pas un projet de survie, on peut le dire comme ça. C'est juste un projet de viabilité. Dans un environnement fluctuant, quels sont les extrêmes que je peux atteindre ? Eh ben, je fais tout pour que si j'atteins cet extrême, je suis toujours vivant. C'est ça qui est sélectionné pour l'évolution. Et donc ça veut dire que si l'extrême, il est une fois tous les 500 ans, s'il est une fois tous les 1000 ans, s'il est une fois tous les 10 000 ans, je l'ai atteint. Je sais que je peux arriver à passer cette situation-là. On a un exemple tout simple, hein, chez nous, les humains. On peut ne pas se nourrir pendant 15 jours. Le jeûne, hein, et ben ça, qui l'utilise ? Enfin, il y a des cliniques qui font ça, mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, c'est très rare quand même hein, de faire un jeûne. Ça arrive, hein, dans des crises sociales, etc. Ça arrive, mais c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qu'on mobilise tout le temps en général. Hein. Et ben c'est pourtant quelque chose qu'on a en nous. Et donc ça veut dire qu'on est préparé entre guillemets à des fortes fluctuations. Autre chose, c'est nos yeux au repos se mettent à l'infini. Donc en fait, quand on est au repos, qu'on pense à rien, en fait, d'ailleurs, il faut le faire tout le temps. Hein. Pour se reposer les yeux, il faut regarder un point très loin. Ça repose les yeux parce que c'est là qu'ils sont au repos. Et en fait, par défaut, on regarde à l'infini. Ben ça, on peut très bien imaginer. Alors c'est une spéculation, mais on peut imaginer que c'est pour voir venir le danger. Et donc en fait, on est construit toujours pareil pour vraiment prendre des grandes marges de manœuvre. Et à peu près tout est comme ça. Après, dans le métabolisme, toutes les redondances, etc. Tout ça, c'est fait pour que le système soit robuste à toutes les échelles. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très contradictoire quand on lit comment certaines personnes interprètent ce que Darwin a dit. Il y a plein de contradictions, c'est-à-dire que il y a le survival of the fittest, enfin, il faut être fort, il faut terrasser les autres pour y arriver, alors que... Oui, c'est une lecture, c'est un malentendu en fait. Hein. Donc, ce que je dis souvent, hein, c'est que dans sa correspondance, Darwin, il parlait pas de sélection naturelle au départ, hein, il parlait de préservation. Alors déjà, ça change tout hein, quand même. Hein. Et puis, quand on lit vraiment l'origine des espèces, alors surtout la première édition, après, il s'est fait contaminer par ses lecteurs finalement. Mais la première édition, il y a la sélection naturelle, enfin il y a l'aspect la lutte des plus forts, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il faut beaucoup d'hétérogénéité pour que ça marche ce truc-là. Comment on fait pour maintenir de l'hétérogénéité ? Les organes rudimentaires, ce qui fait que ce qui fonctionne pas bien chez nous, ce qui sert à rien, le dernier orteil, les muscles derrière les oreilles, tout ça, ce qui sert pas à grand-chose. Tout ça c'est du labo. Ça permet à l'évolution d'explorer. Parce que vu que ça sert à rien, peut-être qu'un jour, dans 1 million d'années, ça sera peut-être utile. Et c'est là, c'est toujours là. Ça sert à rien, mais ça va pouvoir évoluer. Ça, Darwin, il le dit. Donc ça veut dire qu'en fait, Darwin, il dit deux choses. Et en fait, il met tout de suite équilibre, performance, robustesse, sans mettre ces mots-là. Hein, mais il dit oui, il y a des êtres vivants qui sont dans des phases de performance. Voilà, le prédateur qui prend sa proie. Le moment de prédation et quand il tue sa proie, ça c'est un moment de performance. C'est comme le pompier qui éteint le feu. Là, c'est un moment de performance. Mais tout le reste du temps, ce prédateur n'est pas. Voilà, il dort. Voilà, ça c'est le lion qui dort d'un côté, il se lève et puis il dort ailleurs. Hein. C'est ça la vie d'un lion hein, ou d'une lionne. Hein. Donc c'est quand même assez cool. Hein. C'est pas très performant tout ça. Quoi. Mais Darwin le dit aussi. C'est ça, c'est plutôt dans la filiation de l'homme, donc un peu plus tard dans ses écrits. Et en fait, il le dit très bien. C'est qu'en fait, pour sélectionner les espèces qui se reproduisent de façon sexuée, les espèces font des choses délirantes. Le pan, mais en termes de sélection naturelle, il va falloir m'expliquer quelle est la performance. Alors c'est une performance sexuelle dans le sens, je me présente, mais en termes pour les prédateurs, c'est comme mettre un énorme gyrophare pour dire, il y a de l'alimentation là. C'est vraiment incroyable. Hein. Donc, et ça, il le dit. Il y a contradiction. Et donc en fait, c'est pas vraiment une contradiction. Il dit juste c'est un équilibre. Et nous, les humains du 19e siècle, et donc encore du 20e siècle, et encore aujourd'hui, on a lu ça comme une ode à la performance. On a choisi une partie de Darwin, et on a laissé tomber le reste. Et donc là, il y aurait vraiment une relecture à faire.
Donc si on rappelle je les appelle les 7 principes de la nature comme tu les as notés dans le livre, lenteur, inefficacité, hétérogénéité, incohérence, incertitude, redondance et inachèvement. Si on met ces ingrédients ensemble, au fait on se rend compte que c'est comme si on devenait aveugle demain et qu'on essayait de se nourrir, quoi. Vraiment, voilà, c'est préparez-nous à ce fameux monde incertain, quoi. Oui, alors, mais en étant, je serais plus positif. Parce que ça peut faire un peu peur d'un seul coup de perdre un sens et de se dire comment je fais. Alors, en même temps, ça peut être un exercice. D'ailleurs, il y a des séminaires comme ça où on se rend compte à quel point on développe d'autres sens et aussi on comprend mieux ceux qui sont non-voyants, etc. Donc ça peut être très utile. Mais c'est plutôt, moi j'aurais tendance à dire que quand on bascule dans la robustesse, ou en tout cas qu'on explore ce monde robuste là, c'est beaucoup plus joyeux. Parce que le monde de la performance, en fait, c'est un monde en effet très performant, mais c'est le monde de l'autoroute. On va très très vite à la destination et on n'a rencontré absolument personne sur le chemin. Le monde de la robustesse, alors c'est plus bricolé, c'est plus incertain, il y a voilà, ça fluctue de tous les côtés, mais on rencontre beaucoup de monde, c'est le monde des chemins de traverse. C'est beaucoup plus joyeux, on met l'accent vraiment sur le chemin, avant la destination. Et donc c'est ça qui est chez le vivant, la robustesse du vivant, c'est ça, et donc l'inachèvement, la redondance, tout ça, ça permet, c'est autant de fils qui dépassent pour ouvrir ces autres chemins-là. Et donc c'est beaucoup plus joyeux, c'est le bricolage, quoi. Voilà, c'est le système D. Enfin, il y a une sorte de fierté aussi de s'en être sorti en ayant rabouté des choses qui allaient pas forcément ensemble, d'hybrider. C'est de l'innovation aussi, hein. C'est de la vraie innovation, l'innovation voilà, terrestre. Il y a aussi certains autres points que le vivant nous apprend, qui est évidemment les interactions, la complexité, les phénomènes d'émergence et les rétroactions, on en a parlé également. Comment on apprend à être plus sensible, ou en tout cas à le voir plus souvent, ou en tout cas à transmettre, enfin, par rapport à ces éléments-ci, qu'est-ce qu'on fait ? Alors pour moi, il y a un petit exercice à faire. C'est la prochaine fois que tu as un problème ou que quelqu'un a un problème, réaliser à quel point, en général, on cherche une solution qui est de l'addition. On va ajouter un élément dans le système. On va acheter une nouvelle voiture, on va acheter un nouvel équipement, on va recruter une personne, on va ajouter un truc. En fait, quand on a des problèmes, on ajoute des éléments. Donc ça, c'est le contraire de l'approche systémique, c'est qu'en fait, on ajoute des éléments, et en fait, ce qui se passe, c'est que le réseau d'interaction est le même, donc la trajectoire sera la même, la destination sera la même. On ne changera pas la trajectoire. C'est juste qu'on va s'embouser un peu plus, parce qu'on aura ajouté des trucs dans ce système. Donc en fait, la première chose à faire quand on a un problème, c'est tout de suite allumer l'alerte et se dire, est-ce que je suis pas en train d'ajouter un truc dans mon système sans changer le système ? Et du coup, l'étape d'après, c'est de se dire, et si je résolvais ce problème, non pas en ajoutant un élément dans le système, mais en changeant la structure du système. Donc changer la structure du système, ça veut dire modifier les interactions. Donc ça veut dire, par exemple, dans une association, dans une entreprise, dans une organisation, si une personne de l'organisation n'a jamais interagi avec quelqu'un, et ben si cette personne-là, d'un seul coup, elle interagit avec cette personne avec qui elle n'a jamais interagi, ça peut changer la trajectoire de l'organisation. Ça peut vraiment, ça c'est changer la structure du système qui va changer la trajectoire, enfin qui peut changer la trajectoire. Et donc c'est presque une éducation aux interactions. Mais ça, on peut pas, faut pas rêver. Hein. Si on dit juste ah oui il faut interagir plus, ça va marcher. Ça c'est la farandole. Hein. C'est de la pensée magique. C'est pas en interagissant plus que ça marche mieux. Hein. Il faut d'abord déconstruire l'idée que d'ajouter des éléments, ça va résoudre les problèmes. Une fois qu'on a pris de la distance avec les éléments, voir les interactions de façon plus élégante, comment les changer et voir qu'est-ce que ça peut produire. Et donc après, alors là je le dis de façon très théorique, mais un exemple tout simple que je prends souvent, c'est la voiture. Là, nous on nous dit que le futur de la voiture, c'est la voiture électrique. Bon, bah la voiture électrique, ce n'est pas un changement systémique. C'est qu'il y aura des voitures thermiques, et en plus, il y aura des voitures électriques, il y aura toujours autant de garages, toujours autant d'autoroutes, toujours autant de cartes grises, de garagistes, de contrôle technique, tout le bazar. C'est le même système, juste avec d'autres pollutions en plus, des batteries au lithium, du cuivre qui va s'épuiser, donc des crises économiques à venir, etc. Donc du coup, la version systémique, c'est de se dire, mais comment je fais pour changer la structure du système ? Ben, il y a une solution toute simple, c'est la voiture partagée. Donc le parc de voitures, il est là, mais on va plutôt faire des voitures partagées. Alors, je dis pas que des voitures, c'est pas radical, hein, mais on peut augmenter le nombre de voitures partagées. Une voiture, ça passe 95% de son temps sur un parking. Donc, on a on a un parking de voitures qui est bien trop grand pour le nombre d'humains qu'il y a sur Terre. Donc, en fait, si on partage les voitures, alors là, c'est vraiment systémique.
On a besoin de moins d'autoroutes, de moins de garages, de moins de cartes grises, de moins de garagistes. Ça crée des nouveaux emplois. Ça a plein de propriétés positives. C'est aussi un vrai effort démocratique, parce que d'un seul coup, les gens vont covoiturer avec des personnes qu'ils n'ont pas choisies. Donc c'est plus de la cooptation, un peu canalisante. C'est ce que je dis beaucoup au personnel politique. Si vous voulez connaître votre société, faites du covoiturage. C'est comme ça, là, vous allez être exposé à des gens que vous n'avez pas choisis. Et tout ça, c'est les propriétés systémiques. Et donc, on a changé une interaction et ça a plein de propriétés émergentes très intéressantes. J'avais eu un entretien avec Alexandre Monin. Il parle pas mal sur les infrastructures et comment les démanteler. Et il avait mentionné ce biais d'additivité. Il parlait d'un chercheur qui avait vraiment focalisé ce problème de biais d'additivité. Et c'est vrai que très vite, on se coince là-dedans, ou en tout cas, c'est un réflexe de se dire, bon... Mais ça, c'est le monde de l'abondance. C'est qu'en fait, quand on est dans le monde de l'abondance, c'est le premier réflexe. Et à la limite, ça a du sens. Si on est vraiment dans le monde de l'abondance, en effet, on peut rajouter... Et à la limite, si on se plante, c'est pas grave. Parce que de toute façon, on est dans le monde de l'abondance. Donc il y aura des voies de sortie, mais dans un monde qui devient en pénurie chronique de ressources et instable, il faut surtout pas ajouter des trucs. C'est suicidaire. Parce que oui, je choisis de temps en temps de parler d'accumulocène plutôt que d'anthropocène. Quand on regarde par exemple au niveau mondial, le taux de circularité de l'économie, il est en train de chuter ces 5 dernières années, alors que les initiatives qui sont là pour circulariser augmentent. Donc il y a ce paradoxe-ci, et c'est juste parce que les activités économiques linéaires surpassent les circulaires. Donc voilà, j'essaye toujours de dire que pour changer un système, il faut d'abord enlever le linéaire pour rajouter le circulaire. Créer l'espace. Voilà, donc je pense qu'on est assez d'accord là-dedans, et je pense que quand on change un système, il faut d'abord enlever la performance pour rajouter la robustesse, quoi. Il y a pas... Exactement. Ah oui, alors le pire, ce serait de rien changer, d'ajouter de la robustesse dessus. Parce que là, on va créer des systèmes performants, robustes, ce qui est presque un oxymore, mais ça peut arriver. C'est qu'en fait, on fait une entreprise, par exemple, la fast fashion, si on la rend robuste, donc ce serait que économiquement, ça peut pas être écologique, ça sera pas une robustesse écologique, mais ça peut être transitoirement une forme de robustesse économique. Alors je sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais tout un réseau décentralisé de fast fashion, un truc super robuste au niveau économique, qui épuiserait encore plus les ressources, encore plus les humains. Et donc là, ça ne fait qu'accélérer le collapse. Donc la robustesse, si elle n'arrive que sur un maillon de la chaîne, ça ne marche pas. Il faut que ce soit de la robustesse à tous les échelons. On peut pas choisir sa robustesse. Il faut que ce soit écologique, social, économique, humain, géopolitique. S'il y a le maillon faible, c'est le maillon performant. Par exemple, la voiture, si elle reste 95% non utile, c'est un exemple de performance vraiment dans un tout petit domaine, et 95% du temps pas du tout performant. Ouais, exactement, avec des pollutions, avec du stress. Il y a une étude là qui vient de sortir qui montre que les personnes aux États-Unis qui utilisent leur voiture tous les jours sont plutôt en moins bonne santé mentale que ceux qui vont en transport en commun ou qui marchent. Donc il y a plein de raisons pour ça, mais le fait d'être en voiture tout le temps dans les bouchons, etc., c'est du stress en plus. On se transforme un peu en machine aussi, les gens qui s'énervent en voiture, etc. Donc oui, il y a plein de raisons qui font que c'est toxique. Donc maintenant qu'on a appris un tout petit peu de ce monde du vivant, de ce monde naturel, on peut peut-être écarter certaines solutions qui ne sont pas des solutions, et puis on peut rentrer dans des vraies solutions. Par exemple, dans les fausses bonnes solutions, il pourrait y avoir l'IA, ou il pourrait y avoir tout ce qui est algorithmique. Comment tu vois tout ça, toi ? Alors c'est pas tout haché, parce que l'algorithmique, le numérique, l'IA, c'est là, donc c'est là pour rester. Donc c'est pas comme si un coup de baguette magique on va l'enlever. C'est là, c'est comme un alien qui viendrait de Mars là pour le coup, et qui est arrivé sur Terre. Et bon, c'est un partenaire. Il est là pour durer. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est à notre service ou c'est nous qui sommes au service de l'IA et du numérique ? Alors, la partie positive de l'IA, si on veut extraire un point positif, pour moi, c'est la sérendipité. Le fait que quand on utilise de l'IA ou du numérique, on va être exposé à des contenus inconnus, qu'on n'attendait pas, et donc ça, c'est de l'aléatoire, avec des redondances et de l'hétérogénéité, mais ça peut stimuler l'innovation au service de la robustesse. Parce que là, du coup, on va ouvrir des plans A, des plans B, des plans C, parce que d'un seul coup, ça nous a ouvert. Donc ça, c'est la partie positive. Mais c'est tout. C'est tout, parce qu'en fait, quand on regarde bien, l'IA, c'est un coût énergétique en eau, ça c'est bien connu, c'est totalement mortifère, littéralement. Toujours pareil, c'est de la performance, donc l'IA, c'est pour atteindre la destination plus rapidement, et donc on oublie le chemin, c'est quand il faut faire une peinture, on a la peinture qui est terminée. Quelle est la joie là-dedans ? Je comprends pas, c'est la joie de l'acte artistique, c'est de le faire.
c'est pas de l'avoir. C'est fou, hein. Mais il y a, même si on oublie ça, hein, ce qui est déjà beaucoup, hein, oublié, hein, quand même. Même si on imaginait que l'IA, finalement, voilà, la destination c'est super et, et puis ça coûterait rien en énergie, en eau, etc. Même intrinsèquement, c'est condamné. Alors pour deux raisons, il y a deux choses. Donc il y a l'effet s'endormir derrière le volant, c'est que les IA qui sont très performantes nous rendent moins vigilants. Donc du coup on vérifie de moins en moins ce qu'elles produisent, jusqu'au jour où une IA fait une erreur et on sait même plus quel est le niveau d'IA qui a fait l'erreur, et ça peut être une erreur magistrale, hein. C'est un avion qui se prend une tour de contrôle, hein. Enfin c'est ce genre de truc. Donc ça c'est la première chose, mais on pourrait se dire oui mais peut-être qu'on va faire des IA qui sont de meilleurs, et du coup ça va jamais arriver. Alors là quand même bon. Mais en plus, on sait que ça va arriver, parce qu'il y a un autre effet qui est l'effet photocopieur ou l'effet consanguinité, c'est-à-dire que les IA se nourrissent de contenu sur Internet. Sauf que le premier éditeur de contenu, c'est des IA. Donc les IA se nourrissent de leur contenu. Donc c'est cannibale, c'est incestueux, enfin c'est ce qu'on veut, mais ça appauvrit. Le biologiste moyen connaît ça, c'est quand on fait de la consanguinité, on perd des gènes, ça s'homogénéise, c'est de la performance, c'est toujours pareil, ça devient très très homogène, voilà, on perd les redondances, etc. Et du coup, bah là, c'est comme une photocopieuse, c'est pour ça que c'est une feuille qu'on photocopie, qui devient toute grise, il y a plus de texte. Donc on sait que les IA vont faire de plus en plus d'erreurs. On le sait, hein, c'est ça qui est dingue, hein, ils vont faire de plus en plus d'erreurs, et il y a l'effet s'endormir derrière le volant. Alors quand on met les deux ensemble, donc on sait qu'on fait on construit des machines à désastre en fait. Et ça c'est juste sur le plan fonctionnel, hein, de l'IA. Et alors quand on voit que Sam Altman demande 7000 milliards de dollars aux Émirats Arabes Unis pour augmenter la performance de ces IA, alors que quand on comprend en compte l'effet s'endormir derrière le volant, on sait que les meilleures IA, ce sont les IA les moins performantes. Parce que ce sont celles qui s'hybrident avec les humains, où l'humain passe derrière. Et là, ça devient constructif, sérendipité, etc. Quand c'est des IA très performantes, là, on perd le lien, et on perd des capacités, et donc, voilà, on génère des désastres. Donc c'est fou, hein, qu'on en soit encore là. Mmh. Tout ça, c'est éviter de se poser la question. Quelle est la question, au final, quoi ? Alors que oui, on peut avoir des solutions avec l'IA, mais pourquoi faire ? Oui, exactement. Enfin, oui, c'est ça. En fait, on se pose beaucoup la question du comment, mais très peu la question du pourquoi, hein. Ça c'est Aurélien Barraud qui le dit mieux que moi, hein. C'est en fait on peut le faire, donc on le fait. Mais pourquoi le fait-on ? Ça c'est pas. Et donc moi ce que je dis tout bêtement, mais c'est vraiment, je suis la très rare d'Hippocrate, hein. Le monde devient plus fluctuant, donc il va falloir faire de la robustesse. Le pourquoi, c'est est-ce que mon système est robuste ? C'est la première question à se poser, hein, dans un monde fluctuant. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est robuste ? Alors une IA qui serait robuste mais au service de la destruction de son habitat, bah c'est pas robuste. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est toute la chaîne de valeur qui doit être robuste. Est-ce que si on avait des IA ou du numérique qui nous permettait de... il y a cette question de quotas, par exemple. Les 4 vols par vie, autant de viande, autant ceci, autant cela. Est-ce que ça résoudrait quelque chose ? Alors ça peut être intéressant, hein, dans le sens où ça formalise les limites. C'est un peu l'histoire des limites planétaires, mais appliquées au territoire. Donc ça peut être intéressant. La question, évidemment, c'est qui décide ? Et ça, c'est autoritaire. Donc si c'est autoritaire, c'est fragile. C'est de nouveau de la performance. En fait, tout ce qui est radical, c'est performant. La radicalité est performante. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui détient la vérité et qui dit, bah, on va faire comme ça maintenant. Et donc, s'il y a des résistances, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas des désaccords féconds, comme dirait Patrick Vivray, ça sera fragile, parce qu'il y aura des mouvements, il y aura des manifestations, il y aura des résistances, il y aura de l'extrême droite qui monte. Enfin, je te fais pas un dessin, mais c'est un peu ça qu'on vit en ce moment, hein. Donc ça marche pas, ça. Enfin, je veux dire, ça peut, en partie. Donc ça peut être ponctuel, bah, comme la fièvre, comme un pompier qui éteint le feu. Il peut y avoir des moments de performance, donc des moments de radicalité, pour faire basculer un système, pour incrémenter des lois. La loi E20, par exemple, ne plus fumer dans les restaurants. Voilà, ça c'était un peu autoritaire, mais en fait, la majorité de la population était prête. Et en fait, du jour au lendemain, ou 6 mois après, plus personne voulait fumer dans un restaurant. En fait, c'était complètement ancré. C'était déjà culturel avant que la loi passe. Donc ça c'est des moments de performance où en fait on acte qu'on a changé de civilisation, qu'on a changé d'époque. Mais c'est transitoire. C'est comme la fièvre. C'est des moments de performance pour décaniller un pathogène de passage, mais on n'est pas tout le temps en fièvre. Heureusement. Enfin, imaginez qu'on soit à 40 degrés tout le temps. Ça c'est l'idéologie performante, hein. On serait à 40 degrés tout le temps, on serait performant tout le temps. C'est comme si on faisait des jeûnes de 15 jours. Voilà, avec un repos de 1 jour à chaque fois, voilà, quoi, comme pour ça. Vraiment optimiser à fond, voilà. Pour ne jamais manger, ouais. Donc pour moi, il y a quand même cet enjeu. On est dans un monde fluctuant, on doit passer vers de la robustesse, on doit apprendre de ces fameuses lois du vivant si on veut, mais ça fonctionne pas. Enfin, ou en tout cas, ça se passe pas. Pourquoi ça se passe pas ?
Enfin, là, on peut spéculer. Il y a cette phrase de Max Planck, peut-être que tu pourrais dire sur comment une vérité scientifique percole ou en tout cas s'installe. Et après, on peut aussi se dire, OK, quelles sont peut-être certaines bribes qu'on peut vraiment implanter dans nos territoires. Oui, bah c'est en fait, c'est vrai, hein, la phrase de Max Planck qui dit en gros, il faut que le porteur de l'idée meure pour que l'idée après vienne. Donc, c'est-à-dire qu'on a un temps de latence assez grand, hein, et c'est culturel. C'est pour ça que ce que je raconte sur la robustesse, c'est pas une révolution technique, c'est pas une question d'énergie, c'est pas du renouvelable, c'est pas tout ça. C'est une révolution culturelle. Il va falloir qu'on se désintoxique de cette idée que la performance est toujours positive. C'est aussi simple que ça, et comprendre le compromis qu'il y a entre performance et robustesse. Et donc du coup, en fait, ce qui fait qu'on n'y est pas encore, c'est que le monde de la performance est toujours là, et que les ultra-performants sont aussi ultra-vocaux, et qu'en plus, actuellement, ils sont en train de monopoliser les médias. Twitter, CNews, enfin, c'est vraiment c'est caricatural. Mais c'est pour moi le côté positif, si on veut vraiment quand même positiver avec ça, c'est que c'est le champ du signe. C'est la fin. Quand on a tous les médias, qu'on a quelques milliardaires, enfin t'es un trillionnaire même, Elon Musk, quand on arrive à ce niveau de délire-là, de centralisation, c'est extrêmement fragile, extrêmement fragile. C'est de l'optimisation qui fragilise, là, à l'échelle humaine, voilà. La prolifération des milliardaires, c'est l'exemple typique du monde performant qui arrive à une impasse. Les milliardaires ne vont pas pouvoir multiplier par 10 leur fortune dans les 10 prochaines années. C'est physiquement impossible. C'est juste, voilà, on arrive au bout là. Quand on veut aller sur Mars, ça veut vraiment dire qu'on n'a plus rien dans la tête. Hein. Donc c'est vraiment, donc on arrive à ça. Et donc du coup, voilà, la partie positive, c'est faut voir l'autre, ce qui est les moins vocaux. Justement, ceux qui sont dans des podcasts, qui sont pas dans les grands médias, qui sont pas sur CNews, etc. Et qui, je parle pas de moi, hein, là, mais de toutes ces initiatives locales, territoriales, qui sont déjà dans le monde de la robustesse, parce que ce sont des collectifs qui sont exposés à des très fortes fluctuations. Et donc, on n'a pas attendu que j'écrive un bouquin sur la robustesse pour faire de la robustesse. Ils sont dans la robustesse depuis déjà très longtemps. L'agroécologie, l'auto-réparable, les conventions citoyennes, il y en a une à Lyon, là, actuellement, une convention citoyenne locale, l'habitat participatif, les sciences citoyennes, la recherche participative. Enfin, il y a toute une collection d'initiatives. C'est toujours très territorial, hein, c'est plutôt des petits collectifs, mais qui déploient leur robustesse par tous les principes du vivant, sans forcément l'avoir formalisé. Hein. Le vivant n'est qu'un récit pour comprendre le compromis entre performance et robustesse. Mais en fait, ils font de l'hétérogénéité, des lenteurs, des délais, des incohérences, les désaccords féconds de Vivray, c'est exactement ça, c'est de l'incohérence mobilisée en fait pour dépasser des limites dans un dialogue. Ils le font déjà, tous ces collectifs-là. Et donc, ma prédiction, si j'en avais une pour 2025, hein, c'est qu'on va voir les ultra-performants tomber. Et je dis 2025, c'est pas forcément en une année, hein, mais là ça commence à venir. Hein. Boeing, voilà, qui a suroptimisé, c'est en train de tomber. Evergrande en Chine, c'est pareil. Carl Tavares, c'est pareil. Mais les ultra performants sont ultra fragiles. Donc moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est combien de gens ils vont embarquer avec eux. Hein. C'est ça qui m'inquiète parce que leur idéologie est tellement forte, tellement toxique qu'elle va embarquer du monde. Et ça c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il faut vraiment sortir de ça. Mais par contre, les initiatives locales, alors là c'est très joyeux. C'est très hétérogène, beaucoup plus d'interaction, du lien au territoire, le sens. Donc voilà, donc on peut avoir de l'espoir pour ça, parce que là on se reconnecte à son espace. La question du temps devient secondaire, hein, parce que du coup on est reconnecté à son espace. Donc c'est nettement plus joyeux. Tu parlais dans le livre, dans les différentes solutions, que ce soit l'agroécologie. D'ailleurs, Mathieu Calam était sur le podcast il y a longtemps. De la permaculture, les villes en transition. Il y a toujours ce côté optimiste lorsqu'on voit ces initiatives, on s'ancre dedans, on se sent, on se projette. D'un autre côté, on voit un autre monde qui bouge pas et qui se gangrène, etc., etc. Et on se trouve un peu en déséquilibre. On ne sait pas exactement du coup. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je mets quand même mes œufs dans le panier quand je vois le monde en feu? Enfin, oui. On maintient? Comment on... Oui, alors on est dans le monde de la cohabitation, on peut le dire comme ça. Donc le monde performant qui écrase tout, hein, qui est quand même très dominant toujours, et le monde robuste, hein, qui est là. Donc c'est la fameuse phrase, hein, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Voilà, la forêt qui pousse, c'est les robustes. Mais donc il y a ce monde-là où il y a les deux. Et dans le monde d'après, hein, le monde robuste dont on peut rêver, hein, il y aura toujours des performants. Il faut des performants, hein, il faut toujours des pompiers. Hein. On a besoin de personnes qui, transitoirement, développent de la performance. Donc c'est ça faut bien comprendre. Hein. Le monde robuste, c'est pas une nouvelle secte du tout robuste. C'est dans la robustesse, c'est ça qui est très fort, c'est que on autorise la performance. Mais c'est autorisé, sur dérogation. C'est qu'il faut une bonne raison.
parce que quand on fait de la performance, c'est violent. Donc, on peut pas être violent tout le temps. Donc, du coup, on fait plutôt de la robustesse tout le temps pour faire face aux fluctuations et des moments de performance. Mais du coup, je serais assez pragmatique de ce point de vue-là, c'est que dans un monde, les fluctuations vont augmenter. Donc, de toute façon, ce sont les plus robustes qui vont vivre et survivre. Donc, si on met un pied dans la robustesse, tout en étant encore dans le monde de la performance, donc c'est cet équilibre à trouver, on a tout à gagner. Parce que non seulement on est en train de construire le monde de demain, donc atelier de réparation, pratique de la coopération, tout ça, ça prend du temps pour apprendre tout ça, des investissements, etc. Donc ça, c'est un pied dans la robustesse. Et puis, dans le monde de la performance qui se casse la figure, il y aura des grosses crises. Mais juste on a déjà mis un pied dans la robustesse, on a quelque chose à quoi se raccrocher. Si on va dans un délire transhumaniste ultra performant, quand ça se casse la figure, on est à poil, quoi. On n'a rien. On s'est complètement enferré dans une voie étroite, mortifère. Donc le pied dans la robustesse, c'est une garantie quelque part. C'est au sens assurantiel du terme. C'est de se dire, là, non seulement je construis le monde d'après, mais je vais pouvoir passer la transition encore mieux. Comment tu vois la transition d'un emploi? Toi, tu es chercheur. Est-ce que ça va être de la polyactivité, couteau suisse? Est-ce que ça va être autre chose? Comment tu vois cette transition-là? On peut imaginer plein de choses, mais il y a... alors, polyactivité, ça c'est sûr. Alors, on le voit déjà, le mouvement des slashers, par exemple, des jeunes qui ont des CDD dans plusieurs boîtes, les implications dans des associations en plus de son travail. Quand son travail n'a pas beaucoup de sens, souvent, mais finalement plus d'énergie dans l'association du quartier, etc. Donc ça, c'est de la polyactivité. Et donc, cette polyvalence, ça, c'est de la robustesse, en effet, c'est le couteau suisse. Mais si on veut aller un cran plus loin, en fait, et c'est là que ça va faire écho à la fonction publique, en fait, la robustesse, ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'histoire de l'humanité récente, chaque fois qu'on a eu des crises, on a à la fois continué cette pente vers la performance délirante, mais en parallèle, on a appris des crises et on a eu des fenêtres de robustesse. Donc après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, entre 45 et 48, là, on a construit du déjà là robuste, mais de façon majeure, la sécurité sociale. Voilà, la fonction publique. C'est Bernard Friot en parle bien mieux que moi, mais c'est cette idée qu'on attache l'activité, le travail, à une personne et non à un poste. Ça, c'est énorme. La fonction publique, moi, mon travail est associé à ma personne. C'est que quand je pars à la retraite, je suis toujours chercheur, quoi, et et ma retraite me suit, mais c'est pas vraiment une retraite finalement, c'est attaché à ma personne. Alors que quand on est dans le monde salarié du privé, donc plutôt performant dans ce sens-là, le salaire est donné au poste, et donc on peut changer de personne. Donc là, dans le monde de la robustesse, c'est quand même beaucoup plus sécurisant de se dire que le salaire est attaché à la personne. Et donc c'est pour ça que Bernard Friot défend, et d'autres, défendent le salaire à vie. Ça va être une révolution qu'on va voir au XXIe siècle. C'est le chemin logique, si on veut. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, la question de l'emploi, du chômage, c'est une mauvaise question finalement. On ne manque pas d'emploi, c'est les employeurs le problème. c'est notre rapport au travail qui doit changer. Et donc voilà, le salaire à vie, ça peut être une façon de voir, mais c'est là qu'on voit le chemin qu'il y a à faire. Mais en même temps, on peut se rassurer en disant que avant la Seconde Guerre mondiale, le statut de la fonction publique n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, on l'a gagné entre 45 et 48, 46, grosso modo, Maurice Thorez. Ça c'est un vrai gain, encore un conquis, comme on dit, et on va construire là-dessus. Et donc à la prochaine crise, et alors le Covid l'a très bien montré d'ailleurs, la crise Covid elle est pratique, parce que c'est une grosse fluctuation qui a révélé tous les systèmes robustes et les systèmes performants faillibles. Une des robustesses, c'est ce qu'on a vu, qui a fait tourner la société pendant la période Covid. C'était les premiers de corvée. Les éboueurs, les soignants, les pompiers, les fermiers, les paysans. Alors, une partie, c'est des salariés, mais une grosse partie, c'était de la fonction publique. C'était du service public, les transports, la police, tout ça. C'est là qu'on se rend compte que, en fait, c'est quand même, ça marche pas si mal, ce système-là, quoi, le service public. Parce qu'en fait, quand il y a une grosse crise, c'est quand même eux qui font tourner la boutique. Et dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, je dis pas que la fonction publique, c'est monolithique, c'est avec le modèle qu'on va appliquer partout. Il y aura toujours, une diversité de modèles. C'est aussi robuste, on va s'inspirer les uns des autres, mais c'est plutôt le modèle de la sécurité sociale qui va, et donc on pense même maintenant faire le modèle de la sécurité alimentaire, sécurité sociale alimentaire. On voit en fait que ces projets avancent, alors, sous le radar, toujours des ultra performants, mais ils arrivent. Donc un monde avec du public et de plus en plus de conquis sociaux. Bon, c'est un peu à l'opposé de vers où on va aujourd'hui. On va peut-être finir avec quelques exemples
territoriaux vraiment où tu as vu ça? Parce que évidemment, il existe tout ce qu'on a dit, que ce soit le soin, le social, les coopératives, il y en a des milliers. Mais peut-être la difficulté, c'est comment on organise, on imbrique, on fait une mosaïque de tout ça vraiment dans un territoire et ce Exactement. territoire. Alors la question de la montée en échelle, en fait pour moi on n'est plus dans l'époque des projets pilotes. C'est très clair, hein. On a des tas de solutions, donc en effet il faut faire le tri dans les solutions avec un critère de robustesse. C'est la première chose à faire, donc on voit tout de suite ceux qui sont viables dans un monde fluctuant. Donc et ceux un qui KPI robustesse. Voilà, on pourrait appeler Attention, ça, ouais. ben avec Olivier Bush en Belgique, il a appelé ça un KRI, donc un Key Robustness Incentive. Donc voilà, du coup c'est plus un indicateur, hein, c'est une incitation. Et ben en fait donc voilà, en gros faire un petit peu le tri dans les solutions, et donc c'est un tri fertile, hein, ça veut pas dire qu'on va garder une seule solution, hein, on en garde plusieurs, mais on garde les solutions robustes. Les solutions ultra performantes, c'est pour des niches. Voilà, c'est peut-être pour un hôpital hyper high-tech. Oui, là, il y a encore besoin de machines ultra performantes, mais c'est la niche. C'est pas du tout ce qu'il faut décliner partout. Donc, petite parenthèse. Oui. Tu as 10 solutions devant toi. Comment tu vois laquelle est robuste, laquelle ne l'est pas? La méthode, c'est le stress test. En fait, c'est parce que y a que comme ça qu'on peut le faire. Donc, en fait, il faut se dire, qu'est-ce qui se passe si j'ai une méga inondation dans mon territoire, si j'ai du pétrole qui est 30% plus cher l'année prochaine, ou si j'ai un virus qui m'éteint Internet pendant 6 mois. Voilà, ça c'est une fluctuation qui peut arriver, qui va arriver. Est-ce que ce que je développe, ça marche toujours? Si ça marche plus, c'est qu'à veut dire que c'est trop performant, il y a une faille quelque part, c'est trop optimisé, c'est pas assez robuste. Et donc du coup, ça permet de faire le tri. Et le stress test, en fait, ça permet de s'acculturer au monde fluctuant. Parce que nous, les humains, on a beaucoup de mal avec le monde fluctuant, on pense que le monde est stable. Hein. Tous les matins, le soleil se lève. On pense que le monde est stable. Et en fait, non, il est de plus en plus instable. Les gens de Valence en Espagne le savent bien maintenant. C'est pareil pour Verviers, hein, d'ailleurs. Ils ont eu aussi une méga inondation. Alors eux, c'était en 2021. Et d'ailleurs, pour reboucler sur le territoire, c'est un territoire, la Wallonie, qui a subi des fortes fluctuations économiques, industrielles, etc., des localisations massives, et qui a subi aussi des fluctuations, des inondations qu'on voyait dans les pays du Sud avant. Hein, et puis d'un seul coup, là, on voit que ça arrive chez nous. Hein, c'est un peu le monde, c'est la décolonisation au sens vraiment littéral du terme. Hein, voilà, les fluctuations deviennent mondiales. Hein, Et donc du coup, cette région, Wallonie-Bruxelles, elle a décidé de mettre la robustesse dans sa vision 2030. Toute l'administration, Wallonie-Bruxelles. Hein. Donc c'est le département de la justice, des transports. Enfin, c'est assez incroyable. Hein. Ça démarre juste là. Mais c'est juste pour dire que c'est un territoire qui quelque part a acté que le monde allait devenir fluctuant et qu'il fallait développer sa robustesse. Alors ils n'ont pas des solutions clés en main, hein, ça serait bien trop performant. Hein. C'est en construction, c'est en débat. Mais pour l'instant, ils sont dans une approche d'appropriation du concept et de commencer à manipuler des termes. Donc par exemple, un exemple tout simple, c'est le délai. Qu'est-ce qu'on fait des délais ? Alors que ce soit un service public, hein, par exemple, le délai entre je commande mon service et puis je le reçois. Dans le monde performant, ce qu'on veut, c'est le délai le plus court. Dans le monde de la robustesse, on veut le délai le plus fiable. Le délai le plus fiable, il est forcément plus long. Ça veut dire qu'on pourrait livrer son service en 15 jours, ou son bien, hein, c'est aussi pour une entreprise, hein, ça marche pour tout. On pourrait livrer en 15 jours, mais en fait, on décide de livrer en 1 mois. Mais par contre, c'est tel jour à telle heure, et c'est pas 1 minute après, hein, c'est vraiment tel jour. Donc c'est très fiable. La fiabilité dans un monde fluctuant, ça a énormément de valeur. Et donc c'est ça qui est culturel en fait. C'est qu'on va plus du tout être dans cette course à la performance on n'est plus dans l'Amazon Prime, quoi. Voilà, on va aller vers quelque chose où en fait on peut attendre un peu plus, on s'organise, on anticipe. Hein, c'est la slow logistique aussi. Hein. Ça c'est des transporteurs de camions qui se mettent ensemble, qui commencent à réseauter pour anticiper mieux leur livraison. Du coup, ils peuvent fiabiliser leur délai et ça consomme moins d'essence, etc. ou de diesel. Tout ça se pense, quoi. Et donc il y a plein de territoires. Donc la Wallonie-Bruxelles, c'est un super territoire. Alors la ville de Grenoble aussi, intéressant. C'est des terrains écolos, là, mais la ville de Grenoble, donc ils m'ont invité pour faire une conférence grand public, mais aussi pour former les administrateurs. La métropole de Lyon, pareil, je leur ai parlé à plusieurs reprises. Villeurbanne aussi. Donc il y a des territoires, mais c'est souvent à gauche, hein, sans vouloir. Bon après, la robustesse c'est très transversal, hein, parce qu'en fait c'est tellement hors des débats croissance, décroissance, capitalisme, anticapitalisme, c'est autre chose. Enfin, ça se parle évidemment, hein, mais c'est quand même autre chose. On endosse le fait scientifique. Le monde devient fluctuant. Dans un monde fluctuant, on développe sa robustesse. Ça, n'importe qui peut répondre à ça, et même si on est conservateur, à la limite, ce serait la première chose à faire. Si on est conservateur, il faut développer sa robustesse. Ça peut parler aux traditions, même à la souveraineté. Hein. En fait, cette robustesse, elle est hyper transversale, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle répond aux enjeux du temps.
J'ai quelques questions par rapport aux fameux stress tests. Donc comment on peut y penser? Parce qu'il y en a une infinité au final. Hein. Est-ce qu'on en fait juste un différent tous les ans et c'est un peu comme l'évolution et au final on voit lesquels apparaissent, à quelle fréquence, etc., etc. Alors on peut en faire tout le temps, hein. On peut faire chaque semaine, hein, si on veut. Hein. C'est juste. Alors après, si on le fait sérieusement, c'est peut-être pas toutes les semaines quand même, hein, parce qu'il faut le temps de voir quelle solution on développe en réponse au stress test. Mais il y a la métropole de Lyon par exemple a fait un jeu qui s'appelle Tumult. Et qui fait exactement ça. C'est un jeu, c'est un stress test en fait, plutôt pour les entreprises où en fait on fait fluctuer des paramètres et on voit ce qui se passe. Et donc ce stress test, ouais, on peut le faire de plein de façons. Hein. Ça peut être un jeu, ça peut être des scénarios, ça peut être avec des artistes. Enfin là on peut être très créatif. Hein. Ouais, après il faut l'implémenter quand même quoi. Enfin, c'est pas Par contre, juste... voilà, faut le prendre au sérieux. C'est un jeu sérieux. C'est un jeu sérieux. C'est que c'est pas juste pour se dire ah oui tiens jusqu'où ça peut fluctuer. Non, c'est vraiment y répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, l'exemple typique, alors ça c'est très ancien, hein, c'est les greniers d'abondance. Dans les villes, les greniers d'abondance, c'était pour faire face à une famine ou à une quarantaine. Donc comment on fait pour nourrir pendant plusieurs mois toute une ville? On faisait des gros stocks. Donc c'est l'inverse de l'idéologie du zéro stock. Hein, ça c'est le monde performant, du flux tendu, le McKinsey et compagnie. On va rentrer dans le monde du stock. C'est Guérande, les selles de Guérande, ils ont 6 ans de stock. Quand on a compris le monde fluctuant, on fait d'autres choix. Juste pour finir, là, tu parlais de ces territoires avec lesquels tu as déjà commencé à collaborer. Donc, ils t'invitent, ces territoires, tu leur fais ta conférence, et après, il se passe quoi? Alors voilà, donc au niveau opérationnel, donc moi je suis qu'un éclaireur, hein, sûr, je suis juste un chercheur, je suis pas du tout un expert, en plus je suis biologiste, je suis pas du tout en sciences sociales, etc. Donc faut quand même que je reste à ma place. Mais alors ce qui est génial, c'est qu'il y a une communauté qui est en train de se construire autour de la robustesse. Il y a un site web, larobustesse.org, donc c'est Gatien Bataille, Laurent Marceau, et en fait qui sont en train de faire des formations de formateurs. Donc pour opérationnaliser la robustesse. Et ce qui est très joyeux, c'est que donc il y a eux là qui font ça, qui font des formations donc sur une semaine, hein, beaucoup plus long. Donc les gens viennent avec leur projet et pour le passer au filtre la robustesse, faire évoluer leur projet. Donc c'est de la vraie opérationnalisation pour des projets territoriaux. Mais il y a d'autres choses qui se font. Hein. Je citais Olivier Bouche et là c'est lui son site c'est robustesse.org, mais c'est plus ciblé pour les entreprises. Mais c'est pareil. Hein. Enfin, c'est aussi des outils pour opérationnaliser dans son entreprise. Il y a aussi Bernard Huberland, EPR Academy, etc. Aussi en Belgique qui font des fresques de la robustesse. Donc en fait, il commence à y avoir une diversité d'objets, d'outils, de jeux, de scénarios, enfin d'outils pour appréhender la robustesse et pour la décliner dans son territoire. Et donc ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que moi, ce que j'espère, c'est qu'on ne m'invite plus en fait. Je ne suis que voilà. Alors, le mot robustesse, il est pratique parce que c'est un mot ombrelle qui rassemble un certain nombre d'initiatives qui existent déjà et qui sont bien orientées dans le monde fluctuant qui vient. Donc moi, je suis juste là pour mettre un mot sur un mot ombrelle, si on veut, sur toutes ces initiatives-là pour montrer le monde qui vient. Mais je suis pas là, je suis pas un consultant, je suis pas voilà. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'une fois que ce sera dans le langage commun, que tout le monde se sera approprié le compromis entre performance et robustesse, moi je vais retourner à mes recherches sur les plantes, hein, je fais un peu de musique, je ferai de la cuisine, mais voilà, mon but c'est pas que je sois le porte-étendard de la robustesse jusqu'à la fin de ma vie. Hein. En ce moment j'en parle beaucoup, parce que je pense que c'est nécessaire, et que tant qu'on n'a pas démonté la performance, on n'avance pas, donc il faut démonter la performance, ringardiser la performance pour construire la robustesse, mais une fois que ça s'est déployé dans les territoires, moi je serai avec mon petit jus d'orange, et j'observerai ça avec beaucoup de joie. Figure-toi, j'étais dans un festival de cinéma de montagne à Annecy il y a quelques semaines, et durant la phase questions-réponses, il y a une personne qui dit... Ouais, et alors, vos films sur les montagnes et sur la neige, est-ce que c'est très robuste, etc., etc. Ouais, j'étais, voilà, ça... Ça rentre petit à petit, ça percole, mais c'est bien, c'est chouette. En tout cas, ce que j'aime bien dans ce compromis performance-robustesse, après on peut mettre d'autres mots, hein, mais c'est que ça permet de se poser les bonnes questions. Pour moi, tant qu'on n'a pas critiqué la performance, on rate le coche. Alors que si on construit la robustesse, voilà, c'est les interactions, c'est joyeux, c'est pluriel. 2 questions pour finir. Premièrement, pourquoi tu as choisi le mot robustesse, par exemple, et pas progrès, et pas technique, et pas autre chose? Je sais que au final, ce que tu racontes, je le vois dans d'autres écrits,
mais c'est une autre manière de faire, c'est ton propre filtre. Qu'est-ce qui t'a... Alors c'est mon biais de chercheur, hein. C'est en fait moi je travaille sur la robustesse des plantes finalement, alors sans forcément l'avoir formalisé avec ce mot-là, mais finalement je travaille beaucoup sur comment les plantes utilisent les forces pour leur développement, pour leur croissance, etc. Et en fait ce qu'on trouve quand on étudie ça, mais à peu près tous les biologistes tombent sur la même chose, hein, c'est qu'en effet ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est la robustesse. Et donc du coup on trouve des protocoles qu'ont développé les vivants pour être robustes. Et en fait c'est vraiment le mot juste. La robustesse, c'est que c'est stable malgré les fluctuations. C'est ce qui définit vraiment le vivant au cœur. Et donc, en fait, quand on a ça, donc moi, j'ai pas cherché un autre mot parce que c'était le mot du vivant. C'est celui-là, c'est la robustesse. Et même quand on pense à d'autres mots, résilience par exemple, hein, alors la résilience, il y a plein de définitions, mais la résilience qui serait à sauver, hein, qui serait la résilience socio-écologique, hein, qui est un abus de langage sur le mot résilience, mais bon, qui est la capacité à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un monde dynamique. Donc c'est comment ça ressemble à la robustesse, mais en fait quand on lit Karl Folke, quand on parle beaucoup de résilience au Stockholm Resilience Center, ce qu'il dit c'est que la première étape de la résilience c'est de faire la robustesse. Alors le problème c'est que quand on commence par la résilience, en fait on va beaucoup trop loin. On est déjà dans la trajectoire à optimiser. Alors, en fait on va rester dans le monde de la performance. Alors que si on commence par la robustesse, commençons par la robustesse. Donc et le progrès c'est pareil. Le progrès ça veut rien dire en fait. Tout le monde progresse, mais Elon Musk progresse. Voilà. Donc c'est comme le développement durable, ça veut rien dire non plus. La durabilité, durer, mais comment on fait? C'est la robustesse qui permet de durer. Donc c'est la robustesse, c'est la façon opérationnelle de faire de la durabilité. La durabilité, ça peut créer du progrès. Voilà. Est-ce que tu as lu un livre ou quelque chose que tu voudrais mettre en avant par rapport à la robustesse? Alors c'est pas un livre en fait, hein, mais il y a une super expo actuellement à la Fondation Cartier, et je me souviens plus de son nom de famille, mais c'est Olga Amarine, je crois, qui fait des sculptures textiles, et le textile c'est une cotte de maille en fait. Donc c'est plein de liens dans tous les sens, très hétérogènes, avec différentes textures. Et c'est hyper costaud. J'aurais pas dire costaud, c'est robuste. C'est qu'en fait, on peut le plier, ça peut prendre plein de formes, ça peut être sculptural. Pour le déchirer, faut y aller parce que ça tire de tous les côtés. Donc c'est une très belle, une autre incarnation du compromis entre performance et robustesse, un textile. Mais il y a plein de textes. Hein, alors c'est comme ça le premier qui me viendrait sur performance et robustesse. Moi j'aime bien citer Stefano Boni au mot confort parce qu'il a fait un peu il a fait une critique de la performance, alors sous l'angle du confort, mais ça se rejoint complètement. C'est quand on a choisi le confort, on a choisi une forme de performance étroite en oubliant tout le reste. On s'est pas rendu compte qu'en fait on avait perdu d'essence. Un peu comme le parasite de Darwin. C'est qu'en fait notre fluide, les parasites de Darwin, hein, sur la peau de requin là, eux ils se nourrissent du fluide interstitiel dans la peau. Nous sommes devant nos écrans à taper sur des claviers. Notre fluide interstitiel, c'est Internet. On s'est complètement canalisé et on s'est désensualisé. On a perdu des fonctions, il y a des odeurs qu'on ne supporte plus, même notre corps se réduit. Enfin, voilà. Donc ça pourrait être un conseil de lecture. Un grand merci Olivier. Merci. Et un grand merci à vous toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette conversation vous a intéressé, on a parlé de choses comme l'agroécologie, donc allez voir l'entretien avec Mathieu Calam. Tu cites Olivier Descuser également, donc allez voir également cet entretien-ci. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.